American author that ever lived. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Series saison 3, épisode 7. Who are you? Cette semaine, on analyse le sort que réservent les séries à l'œuvre pléthorique du roi de l'horreur, du polar, du drame, des petits patelins américains et des nuits blanches, Stephen King. Adapté plus de 70 fois à l'écran, Stephen King est une source d'inspiration intarissable pour les scénaristes et réalisateurs depuis les 70s, avec un gros coup d'accélérateur ces dernières années. De l'écrivain alcoolique de Shining au tueur fou de Mr. Mercedes, des petites rues du Maine au monstre caché de Creepshow, l'univers foisonnant du roi des librairies n'en finit plus de nous faire vivre des histoires addictives. Mais le passage des livres à l'écran est-il toujours réussi ? Pour en discuter, nous avons invité Samuel Bodin, créateur de la série d'horreur Marianne, très inspiré des écrits de King, et le journaliste série Renan Cros, expert en pop culture. Pourquoi, d'après vous, il est à ce point adapté ? C'est-à-dire qu'on arrive à 2 adaptations par an maintenant à la télé. Il y a quelque chose dans son écriture et dans sa manière de raconter des histoires qui est intemporel, parce qu'en fait, il touche à des peurs extrêmement fondamentales et qu'on revient toujours à ça. Donc finalement, Stephen King, c'est un classique. Et donc les classiques, on continue toujours de les adapter. Et il a un spectre de narration tellement large, enfin il a raconté tellement d'histoires différentes, à des rythmes différents. Il y a des histoires qui n'en finissent pas, qui sont immenses, comme il y a des nouvelles qui sont toutes petites et qui se passent dans une cuisine. Et ce qui fait que ça se prête aussi à plein de formats d'histoires. On peut raconter des séries qui n'en finissent pas, où on peut juste s'imprégner de son imagination, de son univers, comme on peut prendre des intrigues qu'on peut développer, comme on peut faire feu sur des formats très très courts. On a l'impression de jamais en avoir fait le tour, ce qui est génial. Donc on a envie toujours de s'y replonger, quoi. Et il y a ce mythe, le roman s'adapte mieux à la télé qu'au cinéma. Mais alors je voudrais prendre des cas concrets, qui sont par exemple The Mist, Brume, qui a été refait en série, ce qui était catastrophique. Et en fait, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi, à ce moment où on avait de la place, où on avait 10 épisodes pour raconter cette histoire, c'est une plantade. Le problème de Stephen King, c'est qu'il écrit en ayant déjà en tête un format baigné par la série télévisée, par le rythme, par la quotidienneté. Ce qui fait pour moi la singularité des romans de Stephen King, c'est le quotidien, c'est l'horreur dans le temps qui passe. Donc en fait, il y a déjà un format de série télé. C'est pour ça qu'au cinéma, c'est très compliqué. Parce qu'au cinéma, tout d'un coup, on est obligé de soit de faire 2 films et ça saoule tout le monde, soit tout d'un coup de resserrer les boulons et on n'a plus cet effet de temps qui passe, presque de lassitude de vivre l'angoisse. Sauf que quand on l'adapte en série, en fait, il faudrait presque pas toucher, il faudrait presque laisser. On devrait peut-être entendre quelqu'un lire le roman en voix off et voir des effets comme ça à l'écran, parce que si on se met à vouloir faire de la série sur de la série, ça s'annule. C'est pour ça que c'est très difficile d'adapter Stephen King littéralement en série, parce qu'il y a déjà de la série à l'intérieur de Stephen King. Est-ce que vous pensez qu'il y a des codes qu'il faut respecter et que quand ils ne le sont pas, ça nous mène à la catastrophe ? Je vous donne un exemple. Moi, j'avais adoré le roman 22 novembre 63, et quand j'ai vu l'adaptation, en fait, toute la vie quotidienne dans cette petite ville dans les années 60, elle avait disparu au profit de Franco qui fait l'espion, quoi. Et on perdait cette nostalgie. Moi, ce que je peux perdre quand je vois les adaptations, c'est en fait le drama qu'il y a autour. C'est qu'on s'intéresse des fois plus à la mythologie ou au mal qui habite cette histoire, l'entité fantastique ou le problème, que ce soit les vampires pour Salem, que ce soit tout ça, plus que au drama et au fil humain qu'il y a derrière, que ce soit la famille, que ça soit une ville, une petite communauté. Et plus on délite ça, au moins on s'en occupe. Et j'ai l'impression que plus, en fait, l'histoire ou la fiction qu'on est en train de travailler se délite, et c'est pas l'originalité de ces monstres qui va nous terroriser, c'est comment, justement, ils rentrent dans la vie, et comment ils vont tordre la vie, et forcer à les affronter ou à vivre avec. Case number 62324, People of Ohio versus Lou Linklater. Asking 12 jurors to condemn the woman who saved the world from Mr. Mercedes. You gotta get me out of here. He finds me in here. Who finds you? Brady. Mais ça tient aussi à la capacité d'accepter le cliché. Parce qu'il écrit souvent avec ça. Il écrit avec des chromos, avec des images préconçues de l'Amérique, avec presque des tableaux. On a l'impression de voir l'American Way of Life parfois. Et donc en fait, il faut garder ça. Sauf qu'en télévision et parfois au cinéma, on a l'impression que ça va faire cliché et que les gens vont dire « Ah bah c'est ridicule, on l'a déjà vu ». Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il prend des choses qu'on a déjà vues. Et ce qui est intéressant, c'est que de ce déjà-vu-là, il en crée un truc horrifique. Quand on fait une mauvaise adaptation, c'est quand tout d'un coup, on essaye de dire exactement ce que Stephen King veut dire tout de suite.
Alors qu'en fait, il faut laisser aux gens la capacité à s'interroger sur ce dont parle finalement l'œuvre. Samuel, vous avez créé Marianne, qui, dès 10 minutes à peu près, sent le King, notamment à cause de son héroïne, qui est écrivain, qui est une constante dans l'œuvre de King, de Sackdoss à Shining à 1408. À quel point ça a infusé dans votre série? C'est tellement dans mon ADN en fait que je fais, j'allais dire presque pas exprès. J'ai l'impression que c'est au moment où, je sais pas si c'est, je lisais vachement Stephen King au moment où j'ai commencé à avoir envie de raconter des histoires quand j'étais petit, ou si c'est parce que je lisais Stephen King que j'ai commencé à avoir envie de raconter des histoires. Donc c'est tellement à la base, quoi, que mais même quand je travaille dans de la comédie, que j'ai du mal à l'écarter en fait, dans son rythme, dans sa manière d'aborder les personnages, l'empathie qu'il a avec ses personnages. Et du coup, Marianne, c'est une vraie déclaration d'amour à Stephen King. Désolée, Caroline, Marianne n'existe pas, c'est des choses que j'invente. Elle veut que tu ailles la voir là-bas, à Elden. Elle m'a dit de venir ici, de chercher pour que tu ailles la voir. Et tu vas y aller, d'accord? Tu vas retourner là-bas parce que c'est toi qui as créé ça, d'accord? Marianne existe à cause de toi. Ok, c'est de la fiction, Caroline. Je vais pas te faire un dessin, c'est des choses que j'invente pour me faire de la thune. Tu les inventes pas, tu les rêves. Ça fait plaisir aussi d'entendre des Français se réclamer d'œuvres américaines, parce qu'on a toujours ce petit problème-là en France où on a besoin de se rassurer par la littérature française, par des exemples français. Et là, on a une nouvelle génération qui arrive, de créateurs, qui disent « moi, Stephen King, c'est ma Bible ». Et tout d'un coup, ça libère quelque chose et ça donne aussi une optique. Et c'est ce qui fait, à mon avis, l'ambition de Marianne, c'est qu'elle n'a pas peur de se confronter à un mythe de la pop culture et même à être profondément une œuvre de pop culture. Il y a quasiment une forme de jeu de piste, en fait, quand on regarde Marianne. Enfin, moi, plusieurs fois, je me suis dit « Ah, ce môme est en ciré jaune. Ah, il y a un corbeau mort. Ah, la ville s'appelle Eldon, ça me rappelle Haven, un paradis avec une faute. » Enfin, voilà, il y a une sorte de jeu. Est-ce que c'était aussi un but, quelque part, de faire frémir les gens comme vous qui avez grandi avec cette culture-là et de se dire, je vais aller trouver des petits clins d'œil pour montrer qu'on est connecté d'une manière ou d'une autre? Il y a ce petit plaisir de se noter de se mettre des surprises, des petits drapeaux, tac, tac, tac. Et ça, c'est plus inconscient, c'est fondamentalement comment la manière dont il structure ses récits, ça nous a guidés, Cook et moi, dans l'écriture de Marianne, même dans la structure de l'horreur et comment la faire durer sur 8 épisodes comme ça. Et je sais que Stephen King, dans ses grands récits, on est vraiment allé plonger, comme dans Le Fléau ou dans ces choses-là, pour dire mais comment il nous tient aussi longtemps là-dedans. Et donc jusque dans la structure même, et ça par contre on le fait pas exprès, j'ai envie de dire, on s'en est nourri, quoi. Véritable recordman de best-sellers, Stephen King a effectivement nourri quiconque souhaite raconter des histoires, devenant ainsi un pilier de la pop culture. Au-delà des innombrables adaptations de ses romans, on ne compte plus les séries dont les scénaristes ont été, consciemment ou non, influencés par son œuvre. Something is coming. Something hungry for blood. What is it? The Demogorgon! We're in deep shit! La première qui vient à l'esprit, c'est Stranger Things. De la bande d'ados geeks qui fait écho au Losers Club de ça, en passant par le générique qui reprend la typographie des couvertures de ses romans, la série embrasse très frontalement les tropes chers aux maîtres de l'horreur. Guys, I really think we should turn back. Did you guys hear that? Son héroïne, Eleven, a emprunté à Carrie sa colère vengeresse, mais pas seulement, puisque le duo qu'elle forme avec Hopper est un énorme clin d'œil au roman Charlie, où une fillette dotée de pouvoirs pyrokinésiques et son père tentent d'échapper à une organisation gouvernementale qui leur veut du mal. Stephen King se projette souvent dans ses histoires comme un miroir qu'il se renvoie à lui-même. Il ne se prive pas d'explorer la figure de l'écrivain et la galerie de névroses qui le nourrissent, alcool, mutilation et démons intérieurs. On pense alors à la journaliste Camille Pricker, héroïne de Sharp Objects, en proie à de nombreux traumatismes, et son retour dans la petite ville de Wind Gap qu'il a vu grandir ne fera qu'attiser les braises. Ce bled paumé et oppressant dans l'état du Missouri n'est d'ailleurs pas sans rappeler tous ces lieux du Maine qui ont servi de décor au roman du roi. I have a right to be here, and I'll let you do your job if you let me do mine. Si le maître de l'horreur n'a pas usurpé son surnom, il a fait quelques entorses au genre.
Dans sa trilogie Mr. Mercedes, il dénonce, sous couvert de polar, une Amérique impitoyable, machine à broyer des pauvres et à créer des monstres. C'est également ce que raconte Mindhunter en saison 2 lorsqu'elle s'attache à démontrer à quel point l'appareil judiciaire abandonne la communauté noire quand il n'est pas carrément ligué contre elle. We are looking into every possible lead. What lead? Why don't you tell these people the truth? It's the Klan that's doing this! We got 19 dead or missing black children. Who else doing that to us? Dans la série d'anthologie en huis clos Chambre 104, les frères Duplass se demandent ce qui peut bien se passer dans une chambre d'hôtel lorsque la porte se referme. De la comédie à l'horreur, en passant par le thriller ou le fantastique, voilà un concentré de l'œuvre de Stephen King qui nous a lui-même filé quelques cauchemars avec sa nouvelle Chambre 1408 ou l'effroyable Chambre 217 de l'hôtel Overlook dans Shining. Alors j'ai lu ce bouquin qui est génial, qui recense toutes les adaptations de King. Et en fait, en le lisant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'au cinéma, tout le monde y est passé. Kubrick, Carpenter, De Palma, tout le monde s'y est mis à un moment. Mais en télé, nos grands noms de la télé n'y touchent pas. On n'a pas nos grands pontes, nos Lindelof aujourd'hui, nos Chase, nos Gilligan et tout ça, qui vont aller mettre les mains dans le cambouis. Est-ce que vous pensez que ça fait flipper de prendre ce risque-là, d'aller toucher à quelque chose qui est entre le culte et l'intouchable, alors que tout le monde le fait? Ça fait un peu peur d'avoir déjà un auteur très puissant, très incarné, très connu, très suivi. Et ça veut dire qu'il faut se confronter. Alors quand ils sont décédés, les auteurs, c'est assez facile de les adapter parce qu'il n'y a personne qui va venir là. J'ai l'impression qu'il est encore là et que peut-être que tous ces gens-là attendent que Stephen King les adoube, en fait. Donc c'est pour ça que tous ces gens, Vince Gilligan, Ryan Murphy, tout ça. Ryan Murphy, je pense qu'il tourne un peu autour avec American Horror Story parfois, mais il s'en éloigne trop vite. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui lui plaisent chez Stephen King, mais que... En fait, lui, ce qui l'amuse, c'est plutôt le camp, le kitsch, le côté ironique et politique. Même si Stephen King est profondément un auteur politique. Et mais pas camp, pour le coup. C'est d'ailleurs un peu ce qui le rend un peu en marge de l'époque aujourd'hui. Là où on a des auteurs très camp et même très queer, Stephen King l'est très peu. You want to tell me what you're doing in this place? Well, that's a fine thing to say to a customer. Customer who has brought the host of problems to my town, which already has enough problems. You don't know a cock-a-doodle thing about us. This town is not a good place. Bon, ce sera ma dernière question, mais c'est un peu un des grands amusements de King depuis toujours, de faire des petites apparitions dans ses adaptations de Mr. Mercedes à Cimetière, à n'importe quoi. Est-ce qu'il y en a une que vous aimez particulièrement? Un petit coucou qu'il ait fait? Moi, j'aime l'idée, surtout parce que ça renvoie à quelqu'un de très important, qui est Alfred Hitchcock, et que pour le coup, c'est quand même très élégant de se souvenir de ça. Et moi, la filiation entre Hitchcock et Stephen King, j'aurais adoré qu'Alfred Hitchcock rencontre Stephen King. Ils auraient fait des choses passionnantes ensemble. C'est pas un caméo, on nous met dans Creepshow, il a un rôle complètement. Moi, ça, je me rappellerai tout le temps, là, dans son jardin, dans Creepshow, là. Et ça me fait rire encore. Je me dis, il a peur de rien. Ah non, mais et je trouve ça tellement génial. Ça revient à sa générosité et au jeu d'enfant qu'il a dans le cœur, quoi. Et donc j'adore le voir dans Creepshow. Merci beaucoup d'être venu parler de Stephen King avec moi. Eh ben, merci Charlotte. Merci Charlotte. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, nous partons à New York pour rencontrer Damon Lindelof et sa joyeuse équipe de Watchmen en exclusivité. Angela, right? Oh, am I not supposed to know who you are? Allez, à la semaine prochaine.